d'abord, il faudrait qu'il y ait une nomination de trois grandes commissions de haut niveau, maintenant de haut niveau, pour se pencher sur un groupe de questions spécifiques. La première commission se pencherait sur les groupes de questions suivantes. Au cours de la cohésion nationale, le passé douloureux, y compris 2015. On ne devrait pas toujours être. Il ne faut pas que ce passé, que ce 2015 continue à peser lourdement aujourd'hui sur cette cohésion, sur les efforts de Laurence. Deuxièmement, il faut trouver ceci définitivement au point de l'espace politique, élections, leadership politique. À chaque fois qu'on organise les élections, par exemple en 2025, les tensions surgissent. On dit qu'on est en train de faire cela, mais en 2020, vous allez voir en 2023, 2024, tout va s'arrêter. Moi, c'est ce qui me cœur même. 2023, on commence à parler des élections, 2024, élections, 2025, élections. 2026, encore élection, et puis on se prépare aux élections de 2027. Si on ne calme pas la situation avec la situation définitive par rapport à l'espace politique et les élections, la transparence électorale pour que les perdants le soient de façon objective, à partir de 2023, vous allez voir, on arrivera en 2027, alors qu'on a toujours une tension politique, toujours endémique. Il y a la corruption et les malversances économiques. Il faut qu'on ait quand même une politique de lutte contre la corruption. Les institutions qui doivent travailler, les gens doivent répondre dans leurs actes. On ne peut pas se contenter de dire on a détourné ici, on a remboursé combien, quoi. Non. Les gens doivent être vigilants et fonctionner pour mettre hors d'état de nuire ce genre de comportement. Le dysfonctionnement institutionnel actuellement qui est visible. On a différents administrateurs, le PG, le juge, le gouverneur, le parlementaire. Des mesures sont prennent ici. Il s'enchevêtre, il y a toujours beaucoup d'interférences. Et cela bloque l'efficacité institutionnelle de l'État. La gestion des ressources humaines, l'expertise, dans la gestion des projets, la recherche scientifique. Comment est-ce qu'on gère vraiment la gestion des ressources humaines? On dit le militantisme. À quel degré le militantisme continuera à peser sur la nomination des gens dans des postes techniques qui doivent incarner l'efficacité et l'efficience gouvernementale? À quel degré? La stratégie de mobilisation des ressources extérieures. Les devises manquent. Qui est la stratégie actuellement de mobilisation de l'aide? Qui est la stratégie pour que le Burundi puisse accéder peut-être à un emprunt extérieur, comme d'autres pays? Pour mobiliser les investisseurs directs étrangers, pour mobiliser ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. On n'a aucune stratégie. Même l'évaluation doing business n'est plus fonctionnelle ici. Même le CPA, Country Policy Institutional Assessment, qui était à la Banque mondiale, maintenant n'est plus fonctionnel. Il faut aussi évaluer la gouvernance budgétaire, la gouvernance des finances publiques, le contrôle de la gouvernance des finances publiques. On ne donne jamais un budget suffisant à la Cour des comptes pour traquer, voir comment les institutions, les entités publiques gèrent les fonds publics. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de... Donc tout se fait comme ça, on regarde, on dirait qu'on n'a pas des institutions pour justement suivre comment l'argent du contribuable est géré. On parle de mandat ici, on parle des finances très récemment, on parle des autres Aranadjessa. Le lendemain, on ne voit pas de responsabilités établies pour que des sanctions puissent être prises. La gestion des devises. On nous dit que la gestion des devises a été mal gérée. On dit on impute ça aux opérateurs économiques. Quel est cet opérateur économique qui a aussi trop de devises qui n'a pas pu importer? L'enquête, la situation, elle est où? Pour au moins qu'il puisse rembourser. Encore une fois, est-ce qu'on donne des devises au comptant? Les paiements se font par des grands par des transferts internationaux. Est-ce qu'on part avec les valises pour aller chercher, pour aller importer à l'extérieur? C'est pas possible. Bon. Et aussi, il faut se pencher sur les mentalités, les regards des Burundais, comment nous gérons le temps, la place de les fêtes,
l'esprit de compétition, le goût de réforme. Il y a encore des choses qu'il faut bien analyser, mais qui continuent à peser ou démarrer sur la conscience sociale de notre pays. Deuxième commission, potentialité du Burundi, quel est le secteur porteur de croissance qui va tirer le Burundi de la pauvreté? C'est l'agriculture, les mines, le tourisme, les services, l'éducation, c'est quoi? Quel est le secteur prioritaire aujourd'hui? Il faut quand même s'entendre sur certaines réalités. L'agriculture, dans un petit pays comme le Burundi, surpeuplé, c'est l'agriculture ne peut pas nous tirer de cette situation. Il faut quand même. Quand on a parlé du secteur minier, le secteur minier, il y a même un expert burundais qui vient de faire une conférence, je crois, Léon, c'est Ndikuman, qui vient de prouver ça. Alors, quel secteur? Comment se comporter? Quels sont les pays qui nous servent d'exemple? Encore, il faut définir le rôle des acteurs. Dans ce cas, le secteur privé et l'État. Maintenant, l'État va faire des interventions intempestives dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, et la situation plutôt, au lieu de s'améliorer, la situation s'empire. Il faut voir. Quand on a crié qu'il faut libéraliser, par exemple, le commerce du sucre, au départ, on ne comprenait pas. Maintenant, on continue à faire des monopoles. L'État suisse aussi sera en train de ça, on va fixer les prix. Mais c'est l'échec. Il faut définir le rôle des acteurs. Là où chaque acteur peut créer une valeur ajoutée. L'environnement des affaires, j'ai parlé de ça. Et la décentralisation, il faut s'y pencher. Il ne faut pas dire qu'on va réduire le nombre de communes, de provinces, de quoi, sans qu'il y ait vraiment une étude minutieuse qui prouve les compétences nouvelles de chaque entité administrative. Après, alors, c'est la troisième commission, c'est ce qu'on appelle l'évaluation et le partage des dividendes. Si nous créons la croissance, nous l'évaluons comment à partir des comptes de vie de la population. Tu vas nous dire que la croissance des buildings, tu les vois ici à que c'est ça, c'est la croissance, c'est le développement, non? Comment est-ce que cette croissance sert au niveau des comptes sociaux? Alors, nous définissons, nous voulons une population qui vit comment? Qui se nourrit comment? Qui étudie dans quelles conditions? Il y a un minimum qu'on doit définir. Soins de santé. Combien de districts sanitaires? Par quel nombre d'habitants? Le taux de pauvreté, à quel niveau? La classe moyenne. Les statistiques au niveau communal. Combien d'enfants qui sont mal nourris en commune Guité, en commune Karus, en commune, je ne sais quoi, Rusaka, en commune Kayogoro ou quoi. Et il faut y aller. Les autres doivent même suivre même les conditions. Il y a ce qu'on appelle les valeurs de la pauvreté en conditions de vie. Combien d'habitants, par exemple, qui dorment sur un matelas, qui dorment encore sur la natte, qui mangent encore avec. Il y a ces gens qui ont des sanitaires. Il y a des éléments qu'il faut pénétrer. Combien d'enfants, un enfant doit manger combien de calories par jour pour être un enfant? Il faut avoir des standards. Le plan de développement, il faut y arriver. On dira alors que la croissance a servi quelque chose si on parvient à desserrer toutes ces subtilités au niveau des conditions de vie de la population. Avec des indicateurs, qui doivent nous servir aussi. Si on parle des devises, on dit maintenant le carburant. Non. Les devises s'évalent sur le nombre de mois de réserve de change. Il y a même des standards, on dit 6 mois, 7 mois. Mais si ça commence à être en dessous d'un mois, de 2 mois, la situation restera telle qu'elle est aujourd'hui. Quelle est la stratégie alors pour rehausser ce niveau de réserve de change ou de couverture des importations par les exportations? Il ne faut plus continuer à parler
des évaluations subjectives et politiques. Non, il y a des indicateurs qui sont connus. Et nous voudrions que même l'autorité politique, quand il fait un discours, une telle communication doit apparaître par rapport à ces indicateurs, de façon objective, qui prouve qu'il y a une amélioration sur le terrain. Après, alors, les commissions établir les recommandations et on organisait ce qu'on appelle des états généraux des forces vives pour apprendre, pour valider, pour orienter. Ce sera pour avoir un document unique de vision nationale pour fédérer les énergies des uns et des autres. Après, c'est l'appropriation gouvernementale. Il faut organiser des forums de quoi et puis les recommandations dans les tiroirs. On doit aboutir à l'appropriation gouvernementale au plus haut niveau. Et une stratégie de mise en application à partir même de la structure gouvernementale. Un gouvernement à la hauteur des recommandations issues de cette vision et des institutions capables de suivre la mise en application. Ici, on propose la DEB, mais aussi il y a d'autres commissions scientifiques, des groupes sectoriels, commissions universitaires qui aident. Parce que quand vous êtes au gouvernement, vous êtes exécutant. Vous exécutez, mais il faut qu'il y ait des cadres d'évaluation en dehors du gouvernement pour voir si réellement les réformes, les indicateurs que nous aspirons sont en train d'être mis en application. Je donne par exemple une évaluation de la BAD. La BAD, par exemple, a dit pour que le Burundi ait un taux de croissance pouvant inverser la tendance de la lutte contre la pauvreté, c'était en 2010. Il fallait 6 milliards de dollars pour construire les infrastructures. Maintenant, à voir la situation actuelle, ça peut même doubler. À supposer que c'est 10 milliards. Alors, vous êtes conscient que dans la vie des experts, pour inverser la tendance, il faudra avoir mobilisé 10 milliards de dollars. Quelle stratégie a-t-on adopté pour mobiliser ça? Au jour, si tu es un ministre des Finances, le bilan c'est celui-là. Pour avoir les 10 milliards, nous sommes à tel niveau. Quelle est la stratégie que vous avez adoptée? Les choses, on les voit, on les suit régulièrement, mais quand même, il faut quand même que la situation vraiment se peaufine pour qu'au moins au jour le jour, on ait une trajectoire à suivre. Cette feuille de route, c'est pour arriver à avoir au moins, si on nomme un nouveau ministre, on lui dit, voilà, la continuité, l'aboutissement final, c'est ça. Mais ce dysfonctionnement institutionnel dont on parle aujourd'hui, c'est que quand les gens sont nommés, on dirait qu'il est en train de prendre des mesures à sa guise, tel qu'il le voit, sans qu'il y ait une cohérence au plus haut sommet qui sera évaluée un jour. On parle de l'éducation aujourd'hui. L'éducation. Qu'on devait avoir la situation actuelle. Allez voir le budget à l'éducation cette année. L'augmentation du budget à l'éducation. On a parlé d'augmentation de mobilisation des recettes de 600 milliards. Allez voir combien de milliards qui a été alloué à l'éducation. Peut-être très prochainement, on commencera à entrer secteur par secteur. Parce que c'est une observation qu'on a faite. Très prochainement, on va entrer dans un problème de secteur par secteur. Mais on voit quelque part qu'il y a un problème. Même au niveau de l'affectation budgétaire, par rapport aux défis. Si le gouvernement actuel veut encore une fois se donner du tonus, je crois que le budget avait été adopté avec le gouvernement, le précédent gouvernement. Si on veut mettre sa touche, il faut une révision budgétaire. Il faut une révision budgétaire très prochainement pour quand même adapter l'affectation budgétaire aux défis bien identifiés qui seraient plus prioritaires. Et notamment, c'est toujours on tâtonnait et marcher à vue comme ça.